consacré de nombreuses émissions au dossier sahraoui, un conflit qui dure depuis plusieurs décennies et qui subit, par le biais du lobbying marocain, un blackout médiatique. Seulement, les derniers événements ont fait bouger les choses. Le Conseil de sécurité a décidé de remettre le dossier sur la table dans la foulée de l'agression marocaine en violation du cessez-le-feu de 1991, qui a donné au demeurant un nouveau souffle au processus de règlement onusien. Avant d'ouvrir le débat, messieurs, dames, sur ce dossier sahraoui, je vous propose de revenir en images sur la situation diplomatique concernant ce dossier suite à l'annonce unilatérale de Donald Trump concernant ou reconnaissant la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. L'Italie et le Portugal démontrent leurs intentions d'ouvrir des représentations diplomatiques au Sahara occidental occupé. Les deux pays appuient la solution proposée par les Nations Unies, celle d'un référendum d'autodétermination. Les États-Unis annoncent l'ouverture d'une mission diplomatique virtuelle dans les territoires occupés. Une annonce que la République arabe sahraoui démocratique n'a pas tardé à contester, mettant en garde contre la dégradation des conditions des droits de l'homme dans les territoires occupés. Le FLN, Gilles Jadid, ont toujours fait de cette question une question chère, une question de décolonisation avant tout. Tout à fait, et c'est un problème de décolonisation. Nous ne cesserons de le marteler et de le rappeler en vertu de l'application de la résolution 1514 de décembre 1960 des Nations Unies. Et à ce sujet, je voudrais préciser qu'en 1963, c'est l'Algérie et le Maroc qui ont conjointement posé le problème auprès de la 4e commission de l'ONU, qu'on appelle la commission de décolonisation, et le problème, la question sahraoui a été inscrite à l'ordre du jour de cette commission comme territoire de Sahara occidental, territoire non autonome, éligible au droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Et j'insiste, c'est le Maroc et l'Algérie qui conjointement ont posé ce problème. La Cour internationale de justice a été sollicitée et s'est prononcée de façon absolument claire et qui ne prête à aucune contestation le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui et qui a donc débouté le Maroc. La dernière décision de Donald Trump, de l'annonce de Donald Trump de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental a fait un tollé un peu dans le monde. Il y a eu beaucoup de divisions, même au sein même de la classe politique américaine. On n'a pas été d'accord sur cette question. Je rappelle que le Polisario est un pays qui aujourd'hui aspire à être indépendant. C'est un pays qui aspire à son autodétermination pour la simple raison que dès lors que ce pays dès lors que l'on a commencé dans l'ère de la décolonisation des peuples, notamment en Afrique, le Polisario était partie prenante de l'Union africaine et donc nous ne pouvons pas aujourd'hui en tant qu'Algérie, exactement, oui. Donc on ne peut pas aujourd'hui en tant que pays, en tant qu'État qui se dit dignement, qui est l'Algérie, on ne peut pas aujourd'hui tourner le dos à nos alliés politiques et à nos alliés stratégiques. Le Polisario, c'est aussi bien une affaire humanitaire que stratégique. Maintenant, pour ce qui est des alliances qui se font aujourd'hui au niveau international, nous l'avons bien vu, c'est en réalité un chantage qui se fait contre l'Algérie. Parce que l'Algérie aujourd'hui soutient le Polisario et parce que l'Algérie aujourd'hui subit des pressions aussi bien externes qu'internes, certaines parties étrangères à ce pays, de pays voisins, qui utilisent ces moments de trouble au sein de notre pays pour essayer d'avoir des alliances politiques contre nous, quitte à ce que ce soit en attirant l'ennemi à nos propres frontières. Donc c'est en réalité un dossier très dangereux, c'est un dossier à prendre en considération et nous en tant que Djidjit, on ne peut qu'aller que dans le sens de la décision stratégique de notre pays qu'est l'Algérie. L'annonce de Donald Trump, cette annonce qui vient de l'extérieur du chef de l'État et qui annonce la normalisation des relations avec, entre le Maroc et l'entité sioniste, quelle lecture faites-vous de ce fait? C'est un troc au détriment du peuple sahraoui, au détriment de son droit, comme tous les autres peuples, à la liberté et à la dignité, au détriment de ces 45 années de lutte, au détriment de 45 années de souffrance,
d'un peuple qui souffre, d'un peuple qui est toujours placé sous le joug de l'occupation. Et ça, je ne vois pas comment le Maroc peut prétendre faire le bonheur d'un peuple derrière des barbelés. Le peuple sahraoui maintenant est consigné derrière un mur qu'ils appellent eux-mêmes à juste titre le mur de la honte. Et il ne bouge pas, c'est une grande prison à ciel ouvert. Et maintenant intervient cette décision, entre guillemets, cette déclaration de Trump, un président sortant, un président sortant, un président en fin de parcours, où la morale la plus élémentaire lui demanderait, comme ont fait ses prédécesseurs, où cette période de transition, ils ne prennent aucune décision qui engage le pays. Bon, quand on connaît un peu le personnage, voilà. Alors, on connaît le personnage, Donald effectivement. Est-ce qu'aujourd'hui on peut attendre, ou on peut s'attendre à ce que Joe Biden revienne sur cette reconnaissance ? En tout cas, il faut l'espérer compte tenu de la position des États-Unis au sein du Conseil de sécurité, une position, il faut le dire, très très forte, importante. Et quand on sait que les États-Unis sont ce qu'on appelle le porte-plume du Conseil de sécurité pour la question sahraoui, on ne voit pas comment ils pourraient garder cette qualité s'ils sont partie prenante, s'ils ne sont plus un peu dans le rôle d'arbitre qu'ils jouaient jusqu'à présent. Et je pense que Biden aurait toutes les raisons d'annuler, de revenir sur cette décision. Et selon les juristes, selon les spécialistes des questions américaines, c'est vraiment une décision tout à fait parce que la déclaration, aucun poids sur le plan juridique, cela ne change rien sur le statut du Sahara occidental. C'est vraiment... Sur la question justement de la position américaine, qu'est-ce qu'on peut espérer de l'administration Biden demain, puisqu'aujourd'hui l'administration Trump, d'un président sortant, annonce clairement qu'il est du côté marocain pour la reconnaissance du Polisario. On ne peut pas aujourd'hui dire exactement, c'est-à-dire on ne peut pas réellement aujourd'hui pouvoir savoir ce qui va advenir demain. Par contre, on peut faire une analyse interne au sein des États-Unis et une analyse aussi externe. Au sein des États-Unis, nous le savons très bien, les États-Unis d'aujourd'hui ne sont plus les États-Unis d'hier. Et aussi, il y a des conflits internes, on le sait très bien. Maintenant, est-ce que les États-Unis auront cette possibilité de créer encore un autre conflit au sein d'un territoire qui est très loin, qui est celui d'Afrique, d'autant plus que ce conflit, s'il perdure dans ce sens, les États-Unis perdraient leur rôle d'arbitre. Parce que nous l'avons très bien vu, les États-Unis, pendant longtemps, ils ont réellement joué un rôle de neutralité en essayant de neutralité à moitié cachée. On sait qu'il y avait toujours un penchant, aujourd'hui il l'affirme. Ça reste toujours est-il, il y avait, c'était mitigé et ce n'était pas clairement annoncé, mais on le sait très bien, les États-Unis, au-delà de ça, ils jouaient plus ou moins le rôle de neutralité. Est-ce qu'aujourd'hui les États-Unis ont tout intérêt à changer de position? Je pense effectivement que ça sera difficile. On ne peut pas trancher en disant clairement que ça sera dans leur intérêt et qu'ils le feront, mais je pense que la question peut être posée et c'est encore sujet à débat. L'Union africaine qui a tout intérêt à jouer son rôle, peut-être que c'est un peu la chance du Sahara occidental de se tourner vers l'Union africaine. Est-ce qu'il devra travailler en coordination avec l'ONU ? Est-ce qu'aujourd'hui, ils doivent travailler ensemble quand on sait que le Maroc a aussi ses lobbies au sein de l'Union africaine qu'il a rejoint il y a quelques années, en 2017, et au niveau international également, notamment la France? Et justement, comment faire pression aujourd'hui? C'est toute cette position des Marocains, dire une chose et faire son contraire, vraiment qui devient à la longue insupportable. Alors, le Maroc a rejoint l'Union africaine, il a signé la charte de l'Union africaine. Et il viole la charte de l'Union africaine. Au numéro 38 des États signataires de cette charte, il y a la République
arabe sahraoui démocratique et le roi du Maroc a apposé sa signature. Donc il est empêtré dans des contradictions. Oui. Il est censé respecter la charte. Voilà. Et toujours cette politique de fuite en avant ont toujours ramené un argumentaire que je dis poussiéreux, c'est les mêmes. Oui, nous avons. C'est exactement comme si nous, Algériens, on empruntait une route du Niger pour aller au Nigeria et demain revendiquer le Niger parce qu'on a emprunté cette route. Et on revient toujours, les caravanes qui étaient là étaient rois, alors que la décision de la Cour internationale de justice et on ne peut plus clair exprime très clairement le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas sévir aujourd'hui, sanctionner le fait que le Maroc viole ainsi les règlements de la charte? La politique expansionniste du Maroc, et il ne vit que de ça, et il est là toujours, cette fuite en avant, à revendiquer des territoires qui ne lui appartiennent pas et à maintenir ce climat de tension, ce climat vraiment pour protéger malsain, ses intérêts, comme je le disais. Alors il y a eu violation du droit international, violation des droits humanitaires, comme on l'a dit, et cette question donc a pu revoir le jour suite aux derniers événements du 13 novembre à Guerguerat notamment, quand il y a eu rupture du cessez-le-feu. Je vous propose les Marocains. Par les Marocains, bien entendu. Hein. Je vous propose de revenir sur la situation sur le terrain, puisqu'aujourd'hui les Sahraouis ont dû reprendre la lutte armée pour protéger leur territoire occupé. Je vous propose de revenir avec Adel Boukhams. Ces bombardements menés par l'armée marocaine et qui ont ciblé les habitations des citoyens sahraouis dans le secteur d'Al-Mahbes n'ont fort heureusement pas fait de victimes. Les familles qui occupaient ces lieux ont pu être déplacées. Les différents bataillons de l'armée sahraoui relevant de la 6e région militaire n'ont pas tardé à riposter en bombardant 3 bases militaires marocaines appartenant au 40e régiment d'infanterie. Le bombardement qu'on a lancé hier a visé le 40e régiment d'infanterie et plus précisément la 22e et la 23e base. La bataille qui est toujours en cours a duré jusqu'à l'instant 2 heures pendant la matinée. Prise de panique, l'armée marocaine a recouru à toutes sortes d'armes. Après avoir constaté les grandes pertes que nous lui avons causées, l'armée marocaine a bombardé aveuglement plusieurs de nos positions. D'El Mahbes à Al-Guerguerat, des bombes à fragmentation, des obus de mortier et des missiles ont été dirigés vers l'occupant marocain. Tout au long de ce front, les bombardements et les attaques n'ont pas cessé, nuit et jour, depuis le 13 novembre. C'est la situation que nous vivons. Bien que le Maroc tente tant bien que mal d'occulter et de dissimuler cette guerre. Les partisans de l'indépendance du Sahara occidental ont cherché à mettre en avant la vigueur de leur opposition militaire à Rabat, quitte à emprunter des images sans aucun lien avec l'actualité ou avec la région. L'armée du désert continue de viser les bases d'occupation marocaines, écrit ainsi RASD Presse, page Facebook suivie par 15 000 personnes le 16 novembre. 2 jours plus tard, un nouveau message cite Russia Today comme source. Le jour suivant, des bombardements intensifs sont évoqués. Toutes ces images de tirs de missiles proviennent en fait de la communication de l'armée algérienne. L'une date d'avril 2019 et les 2 autres de janvier et mai 2020. Mais dans aucun cas, ces tirs ne sont récents ou ne visaient l'armée marocaine. Une vidéo postée par un autre compte pro-sahraoui qui totalise des milliers de réactions sur Facebook montrerait également des tirs de missiles visant les Marocains. En réalité, on retrouve cette vidéo sur YouTube en mai 2018 et février 2019. Pour revenir sur cette répression, le ministère des Territoires occupés et des communautés sahraouis avait exprimé dans un communiqué ses inquiétudes vis-à-vis des Sahraouis dans les territoires occupés, ciblés par le régime marocain qui emploie des engins de répression en les soumettant au blocus et au harcèlement. Il se trouve qu'en dépit de tous ces rapports accablants sur la situation des droits de l'homme dans les territoires occupés sahraouis, le mandat de la MINURSO a été prorogé, certes, mais pas élargi aux droits de l'homme. On sent qu'il y a un silence donc tacite un peu de la communauté internationale, même si
aussi, la dernière réunion du Conseil de sécurité a souligné qu'aujourd'hui, il était urgent de reprendre le processus politique au Sahara occidental à l'arrêt depuis 2019. Vous pensez qu'aujourd'hui, c'est possible? Est-ce qu'aujourd'hui, le Maroc et le Front Polisario pourront se remettre à négocier autour d'une table? Le Maroc qui va peut-être proposer une autonomie et non pas l'autodétermination, le référendum d'autodétermination du peuple sahraoui qu'il revendique. En Kabylie, il y a de plus en plus de jeunes qui se sont tentés par l'autonomie, certains par l'indépendance. C'est un fait certain. Le pouvoir exerce une pression très forte sur la Kabylie. Il y a une réaction. Qu'est-ce qui va se produire si quelque chose est déclenché en Kabylie? Vous savez, l'armée, le pouvoir, il a mis des intégristes là-dedans. Il a créé un foyer intégriste là-dedans, dans une région qui n'est pas intégriste quand même. Hein. Même pendant la période noire, ils ont joué un rôle peu important en Kabylie. Eh bien, une fois que ces éléments étaient pour la plupart écrasés ailleurs, on les a retrouvés en Kabylie. C'est un peu normal cela. C'est un prétexte pour le pouvoir pour installer des casernes partout, pour installer des fortins militaires partout, pour renforcer la gendarmerie partout, pour renforcer la police partout. Elle est encadrée, la Kabylie. Elle est encadrée, la Kabylie. Et si la Kabylie bouge, c'est un massacre. Mais pas simplement cela. Actuellement, il faut qu'on en parle d'ailleurs, l'Algérie va dans une situation qui est excessivement difficile. C'est un point important, un domaine important qu'il faudra que nous traitions. Eh bien, la situation est devenue excessivement difficile. Eh bien, le pouvoir lui-même peut provoquer, sur la base de ce mécontentement, une insurrection en Kabylie, comme moyen pour se sauver, pour appeler à l'unité du pays. L'unité du pays est en danger. La patrie est en danger, comme ils l'ont fait déjà avec Aït Ahmed, tout à fait au début, pour essayer de se maintenir. En tout cas, je pense qu'une solution ne pourra être faite sans l'Algérie. L'Algérie a à ses frontières plusieurs pays. Il y a une instabilité aussi bien politique que sécuritaire sur tous les fronts, aussi bien au niveau de la Libye, mais aussi aujourd'hui au niveau du Polisario. Et aucune solution ne peut se faire sans l'Algérie. L'Algérie aujourd'hui a le rôle de soutenir son allié politique et stratégique qui est le Polisario. Et c'est aussi notre rôle en tant qu'État de faire en sorte qu'il y ait moins de dégâts possibles et que la solution soit politique. C'est la raison pour laquelle l'Algérie opte pour la solution de l'ONU qui doit prendre en charge le dossier. Si l'Algérie prend cette position que ce problème doit être pris en charge de l'ONU, c'est que l'Algérie croit en la résolution de ce problème d'un point de vue politique et juridique et non pas armé comme il se ferait entendre ailleurs. Donc quel est l'intérêt finalement d'avoir une instabilité dans la région? Elle profiterait à qui? Je pense effectivement que l'instabilité au niveau de la région ne pourrait profiter qu'à ceux qui optent pour cette solution militaire, c'est-à-dire ceux qui aujourd'hui vont à l'encontre des solutions juridiques et des solutions de droit international et qui attaquent les alliés stratégiques de l'Algérie. On parle aujourd'hui de la survie du royaume marocain, qu'ils jouent leur survie avec ce dossier sahraoui. C'est la question sur laquelle ils se battent. Oui, effectivement, il y a de cela. Après, l'échec aussi du royaume marocain entraînerait aussi un trouble au sein du royaume marocain, c'est-à-dire au sein du trône marocain. Donc, je pense qu'il serait tout à fait sage de la part du royaume marocain, c'est-à-dire du roi marocain, de penser à une réelle solution durable et louable et non pas à des solutions comme celle-ci qui, au final, ne ferait qu'entraîner une instabilité politique, une instabilité sécuritaire. Parce que l'instabilité sécuritaire, même si elle a pour but de viser l'Algérie, elle aura un impact très négatif sur nos voisins. Aujourd'hui, il est question de construire un Maghreb uni et non pas de détruire toutes les relations et ces relations qui ont été bâties à travers toutes ces années. Et cette solution ne tient qu'à notre voisin marocain. C'est à eux aujourd'hui d'engager un débat sérieux avec tous les acteurs politiques et non pas en faisant du chantage. Vous disiez tout à l'heure qu'ils ont fait du chantage en ramenant une entité sioniste à nos frontières. Cela est la preuve qu'il n'y a pas d'autre solution pour eux que de créer ce conflit. Mais est-ce que cela va aboutir à une résolution du problème? Je pense qu'évidemment non. Et c'est la raison pour laquelle l'Algérie, mais aussi tous les acteurs politiques sérieux aujourd'hui appellent le Maroc à plus de sagesse et à régler ce conflit d'une manière politique, d'une manière sereine et au niveau des outils internationaux qui sont aujourd'hui l'ONU. Il y a aussi d'autres pays africains qui soutiennent la cause sahraoui, notamment l'Afrique du Sud qui là-dessus est intransigeante. Pas que, oui, mais comme pays africain qu'on pourrait citer aujourd'hui. L'Afrique du Sud a exprimé son impatience quant à la nomination d'un nouvel envoyé secrétaire général qui tarde. Si vous permettez au préalable de revenir sur les images que nous venons de voir.
qui sont franchement insupportables. Je connais Mahbes de s'attaquer à des populations civiles de cette façon. Nous avons, nous, un terme intraduisible pour qualifier. Ça, c'est la hagra. Et le peuple algérien n'accepte pas, refuse la hagra. Maintenant, le Makhzen n'acceptera pas une solution juste et durable, c'est-à-dire une solution qui prenne en compte les aspirations légitimes du peuple sahraoui à l'autodétermination. Pour ça qu'il proposera cette autonomie dont ne veulent pas les Sahraouis. Cette autonomie, les Sahraouis n'en veulent pas. C'est leur droit. L'autonomie, vraiment, franchement, j'ai vu, c'est une coquille vide. Et il n'y a rien, c'est vraiment l'annexion. L'autonomie, il faut entendre annexion dans l'esprit des Marocains. C'était un des plans, le plan 2 de James Baker à l'époque. Il avait proposé une autonomie. Mais il est revenu là-dessus. Une autonomie de 5 ans, mais qui était sous condition. Mais une autonomie encore plus accentuée que celle proposée actuellement par le Makhzen. Qui devait revenir ou qui devait aboutir à un référendum d'autodétermination. Au référendum d'autodétermination. Et ce que le Maroc, le régime chérifien, a toujours refusé parce qu'il connaît les résultats. Et je pense que la solution ne viendra pas du Maroc, qu'il faudra absolument imposer la solution juste, durable et acceptable, donc surtout par les Sahraouis. Aujourd'hui, qu'il y a un pays tiers qui est en train de mettre la pression et qui menace de veto à chaque fois qu'il y a des résolutions qui pourraient être en faveur du Sahara occidental, c'est bien entendu la France. Oui. Mais aujourd'hui, même une instabilité dans la région n'arrangerait pas l'Europe, puisque eux-mêmes en pâtiront avec probablement l'immigration clandestine et puis toucheront aussi à leurs intérêts économiques. Bien évidemment, et ça, il faut à chaque fois le rappeler, parce qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'Algérie d'avoir un conflit à ses frontières, mais aussi, il n'est pas dans l'intérêt de tout le réseau qui est autour, de tous les pays avec qui nous avons des frontières, aussi bien outre-mer que nos frontières à côté, c'est-à-dire nos pays voisins. C'est la raison pour laquelle l'Algérie aujourd'hui opte pour une solution de sagesse. C'est-à-dire que ces problèmes-là doivent être réglés d'une manière politique et ça ne sert à rien d'utiliser un droit de veto, ça ne sert à rien de ramener une entité sioniste à nos frontières parce que ce n'est pas cela qui va résoudre le problème. Et au final, personne n'en serait gagnant. Vous avez parlé de l'émigration clandestine, nous le savons très bien. Aujourd'hui même, l'émigration clandestine existe et l'Europe, avec sa crise économique, notamment depuis cette dernière année que nous vivons, n'a vraiment pas intérêt à ce qu'il y ait un conflit militaire sur notre territoire. C'est la raison pour laquelle il faut à chaque fois rappeler que la solution doit être politique et que la solution doit être avec un débat sérieux entre tous les acteurs politiques. Le Maroc doit être partie prenante dans ce débat, le Polisario aussi, l'Algérie aussi, et c'est pour aboutir à une solution amiable. Pour revenir, l'Algérie qui ne sera pas partie prenante. Quand je dis partie prenante, c'est-à-dire dans le débat, je parle du débat pour trouver une solution. L'Algérie, bien évidemment, ne peut être partie prenante, c'est la décision de notre État, mais le débat ne peut à aucun moment... doit se faire selon les résolutions. Exactement, mais à aucun moment l'Algérie ne doit être écartée de ce débat. Très bien. Quelle alternative leur reste-t-il aujourd'hui? On sait que sur le plan médiatique, il y a eu un blackout pendant de nombreuses années. Ces derniers événements ont un peu remis au goût du jour la question sahraoui. Aujourd'hui, il faudrait continuer sur ce terrain-là, jouer un peu sur le même terrain marocain? Mais on ne lui laisse pas le choix, à mon avis. Comme on dit, les sabr houdoud. Écoutez, franchement, ils ont été déçus un peu par la communauté de internationale sagesse, qui ils leur a ont tourné fait le dos. preuve, exactement,
Et là, après la provocation de Guerguerat, ce n'est pas les Sahraouis qui ont rompu le cessez-le-feu. Mais bien sûr. C'est bien le régime chérifien qui est toujours à user de la force. Et c'est ce qu'il fait, on a vu les images, ce qu'il fait. Donc on ne peut pas nous ne pouvons absolument rien reprocher aux Sahraouis, bien au contraire, c'est de rendre hommage à leur sagesse, à leur pondération, à leur sens des responsabilités. Maintenant, pour revenir à l'attitude marocaine, je crois que le régime chérifien a opté pour une fuite éperdue, une fuite en avant éperdue. Ils savent, je pense qu'ils craignent. Aujourd'hui, on a vu que de nombreux consulats ont été également ouverts sur les territoires occupés. Les États-Unis aussi. Non, les États-Unis annoncent. Rien n'est fait encore. Je ne pense pas que ça se fasse. Quel poids cela pourrait-il avoir? Ça, justement, c'est une vaste supercherie. C'est aussi une violation du droit international, puisqu'il s'agit de territoires occupés qui n'ont pas été condamnés. La Convention de Vienne de 1963 est absolument claire là-dessus. On ne peut pas ouvrir des représentations diplomatiques ou consulaires dans des territoires non autonomes. Mais cela a été fait. Ça a été fait. Et pas condamné ni par l'ONU, ni par l'Union africaine. Comment l'expliquer? Ça s'est fait au détriment donc du droit international, et c'est une supercherie. Écoutez, madame, ouvrir un consulat à Dakhla ou Laayoune alors qu'on n'a même pas d'ambassade à Rabat, ils ont ouvert des kiosques, voilà. Mais c'est pour la symbolique. Quel poids cela pourrait-il avoir aujourd'hui? C'est illégal. C'est tout à fait illégal pour les États-Unis. Nous n'y sommes pas et je ne pense pas que nous y serons. Qu'ils y arriveront. Franchement, je ne pense pas que nous y arriverons. Pour ce qui est de l'ouverture des consulats, moi, je pense que c'est beaucoup plus un coup médiatique, mais qui ne fait qu'envenimer la situation. Mais en termes de droit, c'est illégal? Bien évidemment que c'est illégal. Et à tout moment, ça pourrait se retourner contre le Royaume du Maroc. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous, en tant qu'Algérie, on appelle à ce qu'il y ait un débat serein. Au lieu de passer à ce type d'actes illégaux, à ce type d'actes qui, au final, ne feront que ternir l'image du Royaume marocain, il faudrait aller vers un débat serein. Au final, ce n'est pas profitable pour le Maroc parce que l'impact de cela... possible d'aller vers un débat serein dans la situation actuelle? Bien évidemment, c'est ce à quoi on appelle aujourd'hui. Nous le savons très bien, le voisin marocain a une politique hégémoniste. Nous en avons parlé tout à l'heure avec 1963, avec 1975-76, et on le voit toujours que cette politique hégémoniste du Maroc perdure toujours. Et c'est la raison pour laquelle l'Algérie rappelle à l'ordre à chaque fois en disant que ce n'est pas avec vos propres règles du jeu, mais avec les règles du jeu du droit international que l'on doit aller vers des solutions. On veut nous impliquer malgré nous. Exactement. Donc l'Algérie aujourd'hui ne fait pas face à une problématique de Polisario, d'indépendance ou d'autodétermination du Polisario. Elle fait face à une politique hégémoniste d'un pays voisin. Et l'Algérie, tout en sagesse, est en train de dire: pour régler le problème africain, pour régler le problème du Maghreb, il faudrait aller vers le débat. Et tôt ou tard, nul ne pourra arriver à une solution que celui qui optera pour un débat. Quel poids cela pourrait-il avoir aujourd'hui si les États-Unis décident Les sanctions de l'ONU pourraient être très néfastes. d'avenir. Aujourd'hui, nous sommes à 30 ans du conflit. Est-ce que l'ONU, elle aussi... Avant l'ONU, je pense qu'il faudrait également multiplier les pressions sur la France et l'Espagne qui prennent position carrément en faveur du Maroc, rappeler l'Espagne à ses responsabilités historiques dans cette région, puisque c'était la puissance occupante et elle a cédé ce territoire pas seulement, dans un premier temps, pas seulement au Maroc. L'Espagne qui joue peut-être un rôle à moindre mesure aujourd'hui que la France. La France joue un rôle important, oui, justement, en soutenant ouvertement et surtout au niveau des Nations Unies, du qui Conseil menace de brandir son veto à chaque fois, et qui le fait, en préconisant la solution d'autonomie que propose le Maroc et qui va à l'encontre
totale des intérêts ou des aspirations du peuple Et selon des sahraoui. Sahraouis, la France, parce que je ne voulais je pas termine sur cette idée, je vous la donne et je vous donne la parole. Selon des Sahraouis, la France a également essayé de jouer et de faire pression lors du dernier Conseil de sécurité qui s'est tenu à l'ONU lundi dernier. C'est dire que même s'il n'y a pas eu trop de réaction de sa part, on sent qu'il y a toujours cette volonté de protéger ses intérêts en Afrique et de protéger le Maroc notamment. Exactement. En fait, c'est pour répondre à votre question de tout à l'heure, puisque la solution de l'ONU tarde à venir, effectivement, c'est la raison pour laquelle l'Algérie, avec les pays qui sont aujourd'hui les soutiens du Sahara occidental... Il faut se tourner vers l'Union africaine aujourd'hui. Exactement, il faut se tourner vers l'Union africaine et il faut appeler tous les pays soutiens au Sahara occidental à faire valoir cet argument qui est celui du Polisario. L'Algérie ne peut pas rester en retrait, l'Union africaine ne peut pas rester en retrait parce qu'il faut rappeler que le Polisario est un pays. Il y a eu quand même une nouveauté africaine. dans l'Union africaine, c'est que ça a été remis au Conseil de paix et de sécurité, donc il y a eu une petite avancée. Qu'est-ce que cela pourrait mener à quoi aujourd'hui? Cela pourrait mener à une pression à l'encontre de tout ce qui irait à l'encontre de la solution politique et de la solution légale qui est celle de l'autodétermination et celle de l'indépendance d'un pays qui est membre lui-même de l'Union africaine. Oui. Disons les choses peut-être avec un peu moins de diplomatiquement. Il y a une arrogance marocaine qui méprise les décisions et les recommandations de l'Union africaine et même du Conseil de sécurité. Par exemple, la décision 693 de l'Union africaine qui charge la Troïka donc du suivi de l'évolution donc du problème sahraoui, de la décolonisation du Sahara occidental, prévoit également, et la décision a été acceptée par le Maroc, l'ouverture d'un bureau de l'Union africaine à El Ayoun. Et jusqu'à présent, le Maroc s'oppose à l'ouverture de ce bureau, comme il s'oppose à l'élargissement de la MINURSO pour les droits de l'homme. Et donc, même pour l'envoyé spécial qui n'a toujours pas été nommé depuis presque 2 ans. Qui n'est toujours pas. Donc, cette politique de refus systématique et d'engagement et ensuite de reniement de ces engagements, donc toutes ces mesures dilatoires, etc., il est empêtré dans des contradictions. Il fait référence à des résolutions ou des décisions tronquées, où il prend uniquement le... Très bien, nous arrivons un peu au terme de l'émission, donc ce sera le dernier mot, un tour de table. Oui, je voudrais simplement, si vous Monsieur permettez... Lamouti. Vous savez, maintenant, il y a une nouvelle donne, plutôt un nouvel aspect, un autre développement qui peut-être va compliquer encore davantage la situation, à savoir avec cette normalisation du régime chérifien avec l'entité sioniste, c'est-à-dire que maintenant, il n'y a pas de doute, le régime chérifien va jouir du soutien du lobby sioniste à travers le monde, notamment aux États-Unis, et ce qui a toujours été le cas, mais jusqu'à l'annonce de Trump, ça se faisait discrètement, maintenant ça va se faire officiellement, et ça je pense que ça risque de compliquer encore davantage une solution, la solution juste et durable et qui prenne en compte donc les aspirations légitimes du peuple sahraoui. Et ça ne peut pas le comment expliquer aujourd'hui ce retard également dans la nomination du conseiller au secrétaire général de l'ONU, l'envoyé spécial pour le Sahara occidental? Je pense que ce sont les manœuvres marocaines et françaises qui retardent cette nomination. Il y a eu un regain d'espoir avec le tout dernier, peut-être Horst Köhler, à l'époque James Baker, les deux qui ont peut-être fait le plus avancer le dossier. Il les décourage. Mais finalement, ils ont fini par renoncer
Systématiquement, il les décourage. En scolaire l'a bien dit, c'est pas une question de santé, c'est le refus persistant de la partie. Il y a un soutien implicite quelque part aussi. Évidemment, il y a un soutien implicite. Au niveau de l'ONU également. Exactement, il y a un soutien implicite, il y a un lobby qui est derrière tout cela. Et c'est la raison pour laquelle il faut dire que tous ceux qui soutiennent la cause du Sahara occidental doivent être sur la table de négociation et doivent faire en sorte que notre allié stratégique puisse faire valoir ses arguments juridiques et ses arguments au niveau politique. Et je pense que cette crise aujourd'hui va permettre à remettre la négociation au goût du jour sur la scène internationale et va permettre aussi au soutien du Polisario qui autrefois se taisait parce qu'il n'y avait pas un conflit réel qui était sur table. Aujourd'hui, ils peuvent aujourd'hui se montrer pour faire valoir le Polisario et aider notre allié stratégique. Il y a réellement également côté algérien une unanimité dans le soutien à cette cause juste qui est la cause du peuple sahraoui. Et le peuple algérien ne veut pas, n'admet pas la Hagra.